Pour les fractures de la tête radiale, l'incidence est de 30 patients pour 100 000 habitants. Ces fractures de la tête radiale représentent 1 à 4% de l'ensemble des fractures du corps, soit un tiers de l'ensemble des fractures du coude. Ces fractures surviennent dans une population avec une moyenne d'âge de 45 ans, mais cette moyenne n'est pas vraiment représentative parce qu'il y a en fait deux groupes de population concernés par les fractures de la tête radiale, la population de patients jeunes et la population âgée. Le mécanisme lésionnel des fractures de la tête radiale est soit un valgus simple, soit un valgus associé à une rotation externe et à une compression axiale qu'on appelle plus communément un PLRI pour Posterolateral Rotation Instability. Pour ce qui est du traumatisme en valgus pur, on aura une fracture de la tête radiale par impaction du condyle latéral et éventuellement une rupture du complexe ligamentaire interne. Pour ce qui est des PLRI, une luxation du coude sera associée à une fracture de la tête radiale. Le PLRI est le mécanisme des terribles triades qui inclut une luxation du coude et deux lésions de passage qui sont la coronoïde et la tête radiale. Il correspond donc à un mouvement de valgus associé à une hypersupination et une compression axiale. Parmi ces trois composantes, certains considèrent que les contraintes en valgus prédominent, alors que pour d'autres, c'est plutôt l'hypersupination qui est la principale contrainte dans le mécanisme de PLRI. Finalement, il y a un véritable spectre de théories lésionnelles. On parlait également de théorie unificatrice, car elle lie les lésions du coude entre elles par un mécanisme lésionnel unique et progressif. Pour cette présentation, nous allons décrire les quatre principales théories unificatrices qui expliquent l'association entre les fractures de la tête radiale et les lésions associées secondaires à un PLRI. La première d'entre elles, et la plus connue, est le cercle d'Ory publié en 1992 par O'Driscoll et son équipe. Les trois contraintes sont présentes, mais l'hypersupination prédomine. Selon O'Driscoll, le cercle part du bord latéral avec une atteinte du LCUL, puis de la capsule antérieure avec ou sans coronoïde, puis du ligament collatéral médial. La fracture de tête radiale survient lors de la luxation, ça revient à dire que ces fractures sont des lésions de passage. 6 ans plus tard, en 1998, c'est Ring et son équipe qui développent la théorie de l'anneau. Ce dernier est composé de 4 colonnes, une colonne antérieure qui inclut notamment la coronoïde, une colonne latérale qui inclut notamment la tête radiale et le complexe ligamentaire collatéral latéral, et la colonne médiale qui inclura le complexe ligamentaire médial. Finalement, ce n'est pas à proprement parler une théorie unificatrice, mais cet anneau tend à démontrer l'interdépendance des structures, la rupture de l'anneau rendant instable tout le coude. L'effondrement d'une colonne entraîne un pic de contrainte et des lésions dans la colonne opposée, ceci pouvant donc expliquer le lien entre le complexe ligamentaire collatéral latéral, la tête radiale et le complexe ligamentaire collatéral médial. Puis, en 2012, Ryu propose une toute nouvelle théorie correspondant à un cercle inversé, puisqu'il fait partir les lésions du bord interne du coude. Il montre une prépondérance du plan interne avec un mécanisme majoritaire en valgus. Selon les auteurs, le valgus prédomine et va engendrer une rupture du complexe ligamentaire médial, puis engendrerait une translation latérale, et enfin, une hypersupination avec pour conséquence un stripping du LCUL et une fracture de la tête radiale et de la coronoïde. Vous remarquerez que quelles que soient les théories unificatrices, la tête radiale et la coronoïde sont des lésions de passage liées à une luxation du coude. Pour finir, Watts, en 2018, propose une autre séquence de lésions commençant par le côté médial, mais décrivant deux cercles autour du coude formant ainsi une véritable spirale. Il pense qu'un valgus prédominant sur un coude en hyperextension va entraîner en premier lieu une lésion du complexe ligamentaire médial. Les lésions vont ensuite progresser latéralement jusqu'au complexe ligamentaire collatéral latéral. Le plus innovant, c'est qu'il crée également un second cercle qui va toucher d'abord l'insertion des épicondyliens médiaux, puis des épicondyliens latéraux. Au final, ces quatre grands pionniers de la chirurgie du coude nous ont permis de mieux comprendre le lien entre les fractures de la tête radiale et les lésions associées. Malheureusement, la communauté des chirurgiens du coude est divisée et aucune des théories n'a obtenu un large consensus. Dans notre service au CHU de Bordeaux, nous considérons davantage la théorie de Ryu et Watts et avons développé notre vision des instabilités complexes du coude dans un article intitulé Terrible Triad of the Elbow, A Historical Perspective et publié dans International Orthopedic Journal en 2022. Passons maintenant aux lésions associées lors des fractures de la tête radiale. Nous avons vu que le plan ligamentaire collatéral latéral est classiquement atteint. Les lésions sont facilement objectivables car elles sont sur la voie d'abord. Vous devrez aller chercher le LCUL qui part de l'épicondyle latéral et qui a une trajectoire très verticale jusqu'à l'ulna.
Puis, vous devrez aller chercher le LCRL qui s'insère conjointement avec le LCUL sur l'épicondyle latéral et qui va distalement coiffer le bord latéral du ligament annulaire. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de ligament postérolatéral de coude. En effet, c'est l'enconé et la capsule postérolatérale qui forment le point d'angle postérolatéral de coude. La fracture-luxation de la tête radiale entraîne un stripping de l'insertion proximale de ces structures. Nous réalisons systématiquement une réinsertion sur ancre du point d'angle postérolatéral par la réinsertion de l'enconé et la capsule postérolatérale à la face postérolatérale de l'épicondyle latéral. Il existe fréquemment une fracture du processus coronoïde associée aux fractures de la tête radiale dans le cadre des terribles triades. Dans les terribles triades du coude, la fracture la plus rencontrée est la type fracture. Il s'agit d'une fracture liée à l'avulsion de la capsule antérieure. L'intérêt sera d'éventuellement réinsérer la capsule antérieure sur la coronoïde par une ancre. La réduction du fragment osseux n'a pas d'intérêt pour la stabilité du coude. Les fractures mid-transverses, qui concernent les fractures de 50% ou moins de la hauteur de la coronoïde, ont également été identifiées dans les terribles triades du coude. Si une synthèse est nécessaire, il faudrait une réduction anatomique du fragment. À noter également qu'il y a des fractures de type 3, correspondant à des fractures de la base de la coronoïde, classiquement associées à des fractures transolécrâniennes de la tête radiale et qui font l'objet d'un autre cours. Le ligament collatéral médial peut évidemment être touché. Il faudra alors vérifier le faisceau antérieur qui s'insère sur le tubercule sublime. C'est le ligament le plus important dans la résistance aux contraintes en valgus. Il faudra aussi savoir chercher un arrachement du faisceau postérieur du ligament collatéral médial. Dans la recherche des lésions associées, il faudra également que vous pensiez systématiquement aux instabilités du cadre antébrachial liées aux ruptures des trois verrous. La recherche d'un Essex Lopresti est indispensable en préopératoire. Il faudra ainsi tester l'articulation radio-ulnaire distale et faire un bilan d'imagerie du poignet. Le bilan diagnostique des fractures de tête radiale est simple. Il doit inclure une radiographie du coude et du poignet de face et de profil. Celles-ci doivent systématiquement être complétées d'un scanner afin d'apprécier la reconstructibilité de la tête radiale ainsi que le stade de fracture de la coronoïde selon la classification d'Odriscoll. Vous devez chercher également les signes indirects d'avulsion ligamentaire qui seront les décrochages périostés sous les épicondyles. Plus récemment, des auteurs ont montré un intérêt à l'échographie. En effet, cet examen permet de visualiser en préopératoire les lésions des complexes ligamentaires. Cependant, on sait aussi que le faisceau antérieur du LCM est mal visualisé à l'échographie, alors qu'il s'agit de la structure la plus intéressante à explorer avant l'intervention pour décider d'un abord médial. Au CHU de Bordeaux, nous basons notre prise en charge chirurgicale sur les principes de Rioux et Watts et considérons que le LCM est systématiquement atteint. Pour l'heure, l'indication de l'abord médial n'est donc pas guidée par l'imagerie et nous détaillerons ce point dans la partie thérapeutique. Concernant les classifications des fractures de la tête radiale, ils font remonter à 1954, date à laquelle Mason a décrit 3 stades pour les fractures de tête radiale. Les fractures Mason 1 concernent les fractures de la tête radiale non déplacées ou avec un déplacement inférieur à 2 mm. Les fractures Mason 2 sont des fractures de tête radiale avec un déplacement supérieur à 2 mm et ou une angulation. Enfin, les fractures Mason 3 concernent les fractures comminutives et déplacées de la tête radiale. En 1989, Moret reprend les travaux de John Stone publiés en 1964 et ajoute un 4e stade. Il s'agit des fractures de la tête radiale associées à une luxation du coude. L'idée était de rendre la classification plus utile et guider les choix des thérapeutiques des chirurgiens. Il faut bien avouer que c'est un échec, car on va voir que la classification guide mal le traitement. En 1999, Hotchkiss propose une nouvelle classification pour justement mieux guider les chirurgiens dans leur choix de traitement. Le stade 1 correspond à une fracture de tête radiale non déplacée ou avec déplacement inférieur à 2 mm sans blocage rotatoire mécanique. Le stade 2 correspond à un déplacement de plus de 2 mm du fragment de tête radiale avec blocage mécanique rotatoire. Ce blocage mécanique est une indication de traitement chirurgical. Le stade 3 concerne les fractures comminutives sévères de la tête ou du col non reconstructibles nécessitant une arthroplastie de la tête radiale. Au final, 4 éléments fondamentaux doivent guider le traitement. La comminution et le déplacement de la tête radiale qui permet d'apprécier la stabilité et la reconstructibilité de la fracture et ainsi de guider le traitement. L'existence d'un blocage mécanique rotatoire, notamment en supination qui sera une indication chirurgicale. Les lésions associées, LCM, LCUL, coronoïde et radio-ulnaire distale, par des signes indirects au scanner, à l'échographie ou à l'examen clinique.
Et enfin, les critères démographiques fondamentaux du patient, qui sont l'âge, son degré de sollicitation du coude dans les activités du quotidien, professionnelles ou sportives. Passons maintenant au traitement des fractures de la tête radiale. Pour le Mason 1, le traitement doit être fonctionnel avec glaçage et immobilisation dans une écharpe pendant 24 heures à but antalgique. Une mobilisation précoce par le kiné est requise, avec notamment la réalisation de drainage et étirements musculaires. Pendant 6 semaines, le patient ne doit bien sûr pas porter de charge lourde ni avoir de contrainte en valgus ou varus sur le membre supérieur. Pour les fractures Mason 2, le traitement dépendra de la stabilité du coude et du blocage mécanique rotatoire. Donc, si le patient a une supination complète sans sa stabilité clinique objectivale ou que la fracture de tête radiale est isolée, alors un traitement fonctionnel est requis. Les études à long terme ont démontré l'absence d'arthrose secondaire au traitement fonctionnel des fractures Mason 2. Par contre, si le patient a une supination bloquée, une instabilité clinique objectivable ou encore une terrible triade du coude, alors, une prise en charge chirurgicale est requise. Il faut savoir que pour l'heure, le traitement des fractures Mason 2 n'est pas consensuel. Nous manquons d'études comparatives solides entre le traitement fonctionnel et chirurgical des fractures Mason 2. Par contre, pour les fractures comminutives Mason 3, le traitement est consensuel, il faut les opérer, et nous avons à notre disposition 3 traitements chirurgicaux, à savoir les ostéosynthèses par vis ou plaque lorsque la tête radiale est reconstructible, et puis l'arthroplastie de tête radiale lorsque cette dernière n'est pas reconstructible. Le vissage simple permet de synthéser les fractures de tête radiale pures mais aussi les cols du radius par un montage cross-screw. Les cols du radius peuvent également être fixés par des plaques. Cette dernière doit être positionnée dans une safe zone pour ne pas causer de blocage mécanique. Cet arc de cercle est situé entre le pouce et le tubercule de Lister. Mais la pose de cette plaque suppose le décollement important des tissus et expose à la survenue d'adhérence. C'est classiquement le cas entre le ligament annulaire et la plaque. Pour les fractures du col, vous aurez donc à choisir entre les montages cross-screw ou les plaques. Dans notre département, nous utilisons les plaques pour les pertes de substance partielles du col. Sinon, un montage cross-screw sera tout le temps réalisé, car même s'il est plus exigeant techniquement, il permet une résistance aux contraintes identiques sans avoir à décoller tous les tissus jusqu'à la base du col. Les études comparatives ont montré que les montages cross-screw permettaient d'obtenir des amplitudes articulaires rotatoires en post-opératoire significativement bien meilleures que les plaques. Pour les fractures non reconstructibles, l'arthroplastie est indiquée. En cas de pseudarthrose ou faillite du matériel d'ostéosynthèse, une arthroplastie en seconde intention est également requise. Il est admis que l'arthroplastie permet de meilleurs résultats qu'une ostéosynthèse trop agressive avec un montage comptant un trop gros nombre de vis. L'arthroplastie de première intention permet également de bien meilleurs résultats qu'une arthroplastie en seconde intention. Ces notions doivent être prises en compte au moment du choix entre ostéosynthèse et prothèse de tête radiale. Par ailleurs, il existe également aujourd'hui l'idée que les prothèses de tête radiale peuvent être retirées à 1 an, comme on le ferait pour une plaque. En effet, la cicatrisation ligamentaire étant obtenue, le retrait de la plaque n'expose pas le patient à une instabilité macroscopique. Cependant, il faut comprendre que depuis les travaux de Moret et Hotchkiss dans les années 80, on sait que l'absence de tête radiale ou de prothèse, le cas échéant, va entraîner une sursollicitation du complexe ligamentaire médial lors des contraintes en valgus. Il est donc préférable de conserver l'implant pour éviter la survenue d'arthrose liée à une insuffisance du faisceau antérieur du LCM ou encore des neuropathies ulnaires ou des épicondylites médiales liées à une micro-instabilité en valgus. Sachez qu'il existe plusieurs types de prothèses. La première est une prothèse Evolve qui est très modulaire, monobloc, avec un ancrage en loose fit. La deuxième est la Mopic, également monopolaire, avec une tige auto-expansive et une tête en pyrocarbone. La troisième Acumed monobloc, très anatomique et modulaire, avec ancrage press-fit sur une tige courte. La quatrième est la CRF2, qui est une prothèse à cupule mobile, avec très peu de modularité et un ancrage via une tige longue cimentée. Il faut savoir qu'aucun design d'implant n'a montré sa supériorité. Nous avons détaillé le traitement des fractures de la tête radiale, mais l'enjeu principal est le traitement des fractures luxation de tête radiale Mason 4, car dans le coude, les avulsions ligamentaires comptent autant, sinon plus, que les fractures. Vous avez à disposition sur la chaîne OrthoLivestream la vidéo à propos du traitement des terribles triades qui fait le point sur leur mécanisme lésionnel et leur traitement. Ce travail a également fait l'objet d'une publication dans International Orthopedic en 2022. Nous avions proposé un algorithme pour le traitement de tête radiale et des lésions associées, basé sur l'âge des patients.
L'âge étant un marqueur de niveau de sollicitation du coude, mais le niveau sportif, le métier et les loisirs du patient doivent venir nuancer votre choix. Au CHU de Bordeaux, c'est cet algorithme basé sur les théories récentes de Ryu et Watts qui guide le traitement des lésions associées à la tête radiale. Donc finalement, quel que soit l'âge, nous recommandons le traitement de la tête radiale, ainsi qu'une suture du complexe ligamentaire collatéral latéral qui est sur notre voie d'abord et donc simple à suturer. Cette suture est simple et doit respecter les trois temps: suture du ligament annulaire, suture du LCRL, suture du LCUL. À noter que nous ajoutons toujours une suture du point d'angle postérolatéral en réinsérant sur angle l'enconné et la capsule postérolatérale. Pour ce qui est de la coronoïde, le traitement est de plus en plus agressif en fonction de l'âge du patient. Les indications de réparation des fractures de coronoïde sont donc respectivement l'instabilité persistante en valgus malgré la réparation de la tête radiale et du LCL. Cette instabilité peut exposer à une récidive. La fixation de la coronoïde permettra d'éviter la prolongation de l'immobilisation. L'instabilité en varus, les coudes stables avec une fracture emportant 50% ou plus de la hauteur de la coronoïde. Ces fractures sont rares car 95% des fractures sont inférieures à 50% de la coronoïde, mais pour les patients avec une mythe transverse de la coronoïde emportant 50% de la coronoïde, si le patient a un coude stable après réparation de la tête radiale et du LCL, nous recommandons tout de même de fixer ces fractures mythe transverses chez le patient qui sollicite leur coude dans leur activité sportive ou leur métier afin de prévenir la survenue d'arthrose liée à une micro-instabilité en varus. Si les patients sont jeunes, nous recommandons de fixer toutes les fractures de la coronoïde afin d'optimiser la stabilité du coude pour permettre une rééducation agressive et une stabilité totale du coude. Et enfin, la reconstruction du complexe ligamentaire interne. Nous réservons cette approche à nos patients jeunes. La persistance d'un valgus doit poser l'indication d'une réparation du plan ligamentaire. Pour les patients plus âgés, nous pouvons également prolonger l'immobilisation et réaliser une kinésithérapie plus douce. Le protocole MATKI, qui inclut prioritairement la réparation de la coronoïde, de la tête radiale et du LCL, doit habituellement suffire pour prévenir la récidive de la luxation. L'enjeu ici sera de prévenir l'arthrose liée à un valgus persistant. De la même manière, chez nos patients les plus jeunes ou nos patients sportifs, nous réalisons un abord systématique du plan interne en cas de terrible triade. Nous suturons le plan ligamentaire interne ou le plicaturons en cas de non-avulsion de ce dernier. Jusqu'à présent, nous avons observé une rupture systématique de ce plan ligamentaire chez nos patients présentant une terrible triade. Cette attitude agressive doit permettre d'obtenir une stabilisation optimale pour prévenir la survenue d'arthrose à long terme. Car comme vous le verrez dans notre vidéo consacrée aux terribles triades, l'arthrose à long terme est le grand problème des luxations complexes du coude. La suture du complexe ligamentaire médial est simple. Nous réalisons une voie FCU split pour accéder au faisceau antérieur et postérieur. Pour le patient jeune avec un coude stable, nous réalisons une voie mini-invasive qu'on appelle over FCU pour réparer uniquement le faisceau antérieur du LCM. Il faudra via une encre, positionnée sous l'épicondyle médial, fixer le faisceau antérieur puis le faisceau postérieur du LCM. Attention lors de votre suture du faisceau postérieur de protéger le nerf ulnaire car ce dernier est au contact du faisceau postérieur et peut facilement être pris dans votre suture ligamentaire. Donc finalement, il y a une classification des fractures de tête radiale à connaître, c'est la classification de Mason. Elle nécessiterait une mise à jour, mais c'est pour l'heure la plus utilisée dans le monde. Pour l'imagerie, nous vous recommandons deux examens, la radiographie du coude et du poignet et le scanner, et trois traitements possibles, le traitement fonctionnel ou le traitement des fractures de tête radiale par ostéosynthèse ou arthroplastie.